Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va parler d'une physicienne, rôle modèle désignée comme étant la reine du quantique. Elle s'appelle Michelle Simons et on va découvrir son portrait dans un instant. Elle a une idée derrière la tech. C'est Isabelle Rouen qui est avec nous aujourd'hui et qui va nous accompagner tout au long de l'émission. Isabelle, je suis ravie de vous accueillir. Vous allez aujourd'hui nous parler d'un nouveau métier, celui d'architecte du futur. C'est bien ça? C'est bien ça, effectivement. C'est un nouveau métier. La ville change. Il y a aujourd'hui 4 milliards d'humains qui vivent en ville. Donc il faut des nouveaux architectes. On va écouter ça juste après. Mais d'abord, la question du jour. Vous le savez, notre monde est de plus en plus connecté, ce qui apporte aussi des défis. Et puis, entre autres, le cyberharcèlement qui peut avoir des conséquences graves, on sait, sur la santé physique et psychologique des enfants. C'est un fléau qui ne fait que souligner la nécessité cruciale de comprendre, prévenir et traiter ce phénomène. On va passer en revue aujourd'hui les initiatives qui s'y attellent avec nos invités du jour. Axelle Dessein, vous êtes directrice d'Internet sans crainte, le programme national de sensibilisation pour accompagner justement ces jeunes dans leur vie numérique et dans leur maîtrise de leur vie numérique. Et puis Louis-Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes jeune acteur et réalisateur et vous allez venir nous parler de votre film 180 jours. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. Et maintenant, focus sur une physicienne londonienne qui a fait ses preuves en Australie avant de devenir très connue dans le monde entier. Il y a un peu plus de 10 ans, Michelle Simons s'est fait remarquer en fabriquant le premier transistor monoatome. Qu'est-ce que c'est? On va en parler dans un instant. Mais d'abord, cette reine du quantique qui ne compte pas s'arrêter là, qui va aller d'ailleurs bien plus loin que ça. On va en parler tout de suite avec Xavier Terrade. Beaucoup l'appellent la reine du quantique. Le destin de Michelle Simons a commencé à s'écrire alors qu'elle n'avait que 8 ans. L'Anglaise a eu le déclic lors d'une partie d'échecs disputée avec son père, lors de laquelle elle l'a mis échec et mat en 20 minutes. Mais c'est à l'âge de 12 ans que ses professeurs décèlent un niveau bien au-dessus de la moyenne en physique. D'abord chercheuse en physique quantique au laboratoire Cavendish de l'université de Cambridge, la londonienne, née en 1967, a décidé de poursuivre sa carrière en Australie, là où en 1999, un groupe de chercheurs de l'université de Nouvelle-Galles du Sud a découvert une technique qui pourrait permettre la création d'ordinateurs quantiques. Elle trouve sur le sol australien une liberté académique où on pouvait devenir très jeune leader dans son domaine. Elle permet alors à ce pays, qui lui donne l'opportunité d'avancer dans ses recherches, d'être à l'avant-garde devant les États-Unis. Désormais, à la tête d'une équipe de 70 chercheurs de haut niveau. Elle est connue pour être la première au monde à avoir fabriqué un transistor monoatome en 2012. Cette invention l'a fait entrer dans le livre des records. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. La physicienne a réuni plusieurs atomes et développé l'unité de base d'un ordinateur quantique. Avec elle, on n'est plus dans le système binaire des ordinateurs classiques. Les calculs sont bien plus importants. Cette scientifique a ainsi reçu de nombreux prix. Membre de l'Académie australienne des sciences depuis 2006, elle a reçu une décennie plus tard le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science en 2017. Mais cela ne suffit pas à son bonheur. Le profil d'une femme tout aussi exigeante qu'attachante. Son rêve, qu'avec le silicium, un ordinateur quantique puisse être commercialisé et accessible à tous de son vivant. Et voilà pour ce parcours atypique et inspirant et qu'on célèbre, vous le savez, chaque semaine dans l'école du futur. On va passer maintenant à l'utilisation permanente des réseaux sociaux et des portables. Vous savez, c'est le harcèlement entre élèves qui malheureusement se poursuit désormais en dehors de l'enceinte des écoles. On parle alors de cyberharcèlement et c'est sans doute le mal du siècle chez nos enfants. Il fait malheureusement son retour dans les salles de classe avec l'approche de la rentrée. C'est un sujet important et on va en parler ensemble en ouvrant le talk, première partie. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Axelle Dessein, vous êtes directrice d'Internet sans crainte. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le programme national de sensibilisation pour accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie numérique. Et puis sur le plateau aussi, bonjour Louis-Alexandre, je suis ravie de vous accueillir également. Vous êtes acteur, réalisateur, vous êtes très jeune aussi, je crois que vous avez 17 ans. Et vous avez réalisé l'année dernière votre premier film intitulé 180 jours autour du sujet du harcèlement scolaire. On va en parler dans un instant, mais
Mais d'abord, effectivement, ce sont les insultes, les moqueries ou encore le partage de photos sans le consentement des personnes qui sont concernées. Ça représente 60% des jeunes âgés entre 18 et 25 ans qui ont déjà été victimes de cyberharcèlement. C'est le résultat d'un sondage absolument glaçant qui a été publié l'année dernière par l'association e-Enfance. Et je suis justement en compagnie de 2 personnes qui ont fait de ce combat leur cheval de bataille, notamment avec Louis Alexandre, donc je disais, qui a réalisé ce film sur le sujet. On va en parler dans un instant avec tout le monde sur le plateau, mais d'abord, je voudrais qu'on regarde la bande-annonce. Et je voulais te dire, surtout, t'inquiète pas. Je peux pas ne pas m'inquiéter. Les résultats sont très justes, c'est vrai. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de quoi dramatiser. Si, justement. J'ai réfléchi au cas de Gabriel. Oui. Mettre la pression au maximum sur ses notes et de tout faire pour qu'il ne réussisse rien. Je te réexpliquerai. Ok. Ça va aller? Non, mais je vous l'ai déjà dit, votre lycée, c'est de la merde. Qu'est-ce que vous avez fait? Absolument rien. Alors, ça va les bois? Ouais, faut que je te parle un truc. Ça, c'est très long. Non, c'est bon. Bien sûr. Je pense pas que vous êtes comme ça en fait, pour faire tout dans le dos comme ça. J'arrive. Et c'est un film qui a été diffusé il y a quelques semaines sur School TV. Je crois que vous en êtes effectivement à l'origine. Vous avez connu le collège il n'y a pas très longtemps. Louis, vous êtes désormais au lycée, vous avez 17 ans. Est-ce que vous avez justement le souvenir d'avoir été sensibilisé sur ces sujets d'harcèlement scolaire? Oui, c'est un sujet qui est abordé même très tôt au collège, hein, le harcèlement, dès la 6e même, si je peux dire. Mais voilà, on est quand même pas mal sensibilisé, notamment avec le programme phare qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, en 2020. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? En quoi ça consiste? Voilà, le programme phare, c'est des heures obligatoires sur la prévention contre le harcèlement. D'accord. Donc voilà, avec principalement de temps en temps un conseiller principal d'éducation qui l'anime à cette heure. Voilà. Et c'est justement sur ce sujet-là du harcèlement scolaire et pour faire le lien avec ces heures que vous avez suivies en classe, ces heures de sensibilisation, que vous êtes à l'origine du film 180 jours. Est-ce que c'est ça justement, ce sujet du harcèlement scolaire, qui vous avait donné envie de quelque part prendre part à ce combat aussi? Oui, moi je suis comédien, mais j'ai toujours voulu faire mon film, raconter une histoire que j'écris et que je suis, un projet que je porte. Voilà, c'est un sujet important. Moi, quand j'ai fait le film, quand j'ai commencé à écrire, j'avais 14-15 ans, donc assez jeune quand même. Hein. Mais voilà, c'est un sujet en tout cas moi que je voulais aborder. Voilà, pour mon premier film, je voulais aborder un sujet poignant, important, et le harcèlement, c'est un sujet qui est fort. Bien sûr. Et ça ressemble à quoi de tourner un film à 16 ans? Alors c'est compliqué avant tout, parce que quand on a 16 ans, c'est compliqué de se faire entendre, de se faire prendre au sérieux parfois aussi. Mais voilà, j'étais bien entouré, j'avais une très bonne équipe, des gens de confiance avec qui j'ai adoré travailler. Et voilà, on a apporté le film, jusqu'au bout, on a réussi à faire le film, même si voilà, il y a eu des moments compliqués, c'était pas évident toujours. Bien sûr. Mais voilà, on a réussi. Je crois justement, pour revenir à ce sujet du harcèlement, vous avez le principal de votre collège, David Elhomme, c'est ça, qui vous a suivi pendant plusieurs mois, durant toute l'avancée du film, qui dit de vous que vous étiez un professionnel déjà à 15 ans. C'est un jeune très surprenant, qui porte ce goût pour le cinéma depuis plusieurs années et qui s'est ressenti durant toute sa scolarité. Il dit que vous avez toujours été un petit peu différent, un petit peu plus mature que les autres. Est-ce que justement, cette soudaine carrière, très jeune, cette différence, cette médiatisation aussi, vous l'avez subi d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous-même, vous avez été peut-être harcelé? C'est une grande question aussi derrière. Moi, le film n'est pas une histoire vraie. J'ai pas été harcelé, moi en particulier. Mais voilà, c'est un sujet, comme je disais, qui est important. Moi, j'ai vécu durant ma scolarité.
j'ai entendu aussi des camarades aussi qui étaient victimes de harcèlement. C'est un sujet qui était fort il y a quelques années, que moi j'ai pas subi mais que j'ai entendu, vraiment j'ai grandi avec un petit peu. Et aussi le second sujet du film qui est la pression scolaire, qui est un sujet aussi très important que j'ai aussi traité dans le film. Est-ce que, selon vous, parce que vous avez tourné effectivement en plein Covid, le Covid a certainement changé quelque chose aussi dans la violence en ligne, on va en parler dans un instant, mais d'abord je voulais vous interroger puisque vous représentez cette nouvelle génération, qui utilise des plateformes comme TikTok, Snapchat et autres. Est-ce que selon vous, ce sont ces plateformes-là qui sont génératrices, ou du moins transmettrice quelque part, d'une manière ou d'une autre, d'une certaine violence chez les jeunes aujourd'hui? Oui, d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, ça met en contact des gens qui ne se connaissent pas forcément, qui parfois ont des opinions différentes. Donc oui, ça peut être quand même... ouais. Axel, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes, je le rappelle, directrice de ce programme national qui, justement, travaille auprès des jeunes sur leur vie numérique. Internet sans crainte. Même question qu'à Louis. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette plateforme qui a peut-être exacerbé pendant le Covid un sujet de cyberharcèlement ou de cyberviolence? En fait, la Covid, elle a amené les gens chez eux. Elle a fait en sorte que les gens restent chez eux. Donc effectivement, des phénomènes qui se retrouvaient à l'école, dans des espaces où les jeunes se retrouvaient, se sont tout simplement déplacés dans les espaces numériques, c'est-à-dire que les relations se sont poursuivies dans d'autres espaces. Et donc, voilà, une violence qui pouvait exister parfois dans un milieu scolaire, c'est tout simplement transposée et démultipliée, parce qu'on était aussi dans une période de stress, d'angoisse, qui sont aussi malheureusement plus favorables peut-être à ce que voilà, des émotions se libèrent de manière aussi moins contrôlée. Et puis, l'écran... a tendance aussi à nous faire oublier un peu notre empathie, c'est-à-dire on oublie l'humain, la personne derrière l'écran. On ne la voit pas, on ne voit pas ses réactions, on ne voit pas si la personne est blessée. Donc ça aide pas aussi des jeunes qui sont en construction, qui n'ont pas forcément les filtres que l'on acquiert aussi en grandissant. Et c'est là que la violence peut se libérer, parce qu'avant le cyberharcèlement, il y a de la cyberviolence. Mais oui, et je crois aussi que le rôle des témoins est clé dans ces affaires. Axel, comment justement ces témoins de cyberharcèlement peuvent-ils intervenir d'une manière ou d'une autre de manière efficace aussi pour soutenir à la fois les victimes et puis décourager les agresseurs? C'est vrai que le rôle du témoin, il est clé, et je voulais saluer la démarche de Louis, parce qu'en fait, il a eu cette posture de témoin, sans être forcément, lui... directement victime. Il s'est dit, j'ai été témoin dans ma scolarité, dans ma vie de situation, je suis sensibilisée à ce sujet et j'ai envie de le partager. Ce rôle de témoin, il est clé, parce qu'en fait, on rend compte que plein de jeunes ne se sentent pas forcément concernés par la situation, parce qu'ils ne sont ni harceleurs ni victimes. Or, le témoin, c'est celui justement qui peut constater, qui peut être à l'écoute de la victime, et la victime, elle a besoin d'être écoutée. Souvent, quand on est dans une position de harcèlement, tout est fait pour qu'on se sente coupable. Donc on a l'impression que c'est de notre faute, qu'on mérite ce qui nous arrive. C'est ce que vous ressentez? C'est ce qui se constate dans la plupart des situations, et tout est fait pour que la victime ressente ça. Donc le fait qu'une personne extérieure puisse lui dire, déjà, ce que tu vis n'est pas normal, moi je le vois, je peux t'aider, ça c'est très précieux. C'est très précieux pour la victime. Mais aussi du côté du harceleur, d'oser dire ce que tu fais n'est pas normal, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce sont un courage qu'il faut avoir, parce que les situations de harcèlement, elles peuvent se désamorcer dès ces premières étapes, pour justement éviter que ça devienne du harcèlement. Vous faites de l'accompagnement en ligne aussi, ou vous intervenez dans les écoles? Quelles sont les actions d'Internet sans crainte sur ce sujet? Alors nous, on est des acteurs de la prévention. J'entendais Louis parler du programme phare. On travaille avec ce programme effectivement depuis de nombreuses années avec l'Éducation nationale, pour les outiller, mettre à disposition des ressources gratuites pour permettre aux enseignants, si tu as pu bénéficier d'une heure de sensibilisation, c'est peut-être avec l'un de nos outils. Et effectivement, c'est clé que ça se passe aussi dans les écoles, que ces plans de sensibilisation soient faits. Donc nous, on outille et on essaie surtout de prévenir et pas d'attendre les premiers cas de harcèlement. C'est pour ça que pour la deuxième année,
on lance cette opération Bienvenue les 6e. Mais oui, on va parler dans un instant. Juste avant, on va faire un tour du côté de la planète tech surtout. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Degnaud. Jarvis, open mask. Jarvis, close mask. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de nos invités. Axel Dessein, directrice d'Internet sans crainte, le programme national de sensibilisation pour accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie numérique. Et puis Louis-Alexandre, acteur, réalisateur. Il a réalisé son premier film sur le sujet du harcèlement scolaire. On va en parler. On évoquait ensemble, juste avant le Zap, les conséquences du cyberharcèlement. Le cyberharcèlement qui, on en a beaucoup parlé l'année dernière, c'est vrai, en raison d'une vague de haine en ligne contre les nouveaux arrivants en 6e. Mais avant de reprendre nos discussions et puis de parler des initiatives sur le sujet, place à la chronique d'Isabelle Rouen qui a une idée derrière la tech. Isabelle, merci encore d'être avec nous. Vous nous accompagnez aujourd'hui tout au long de l'émission. Et puis avec vous, on va parler aujourd'hui d'un nouveau métier, je crois, celui d'architecte du futur. Alors qu'est-ce qui change aujourd'hui dans ce domaine ? Alors l'enjeu, c'est la transition territoriale qui est absolument majeure, puisqu'en fait les villes se renforcent et se connectent entre elles. Il faut quand même avoir en tête qu'il y a 600 villes dans le monde qui vont réaliser bientôt 60% du PIB mondial d'ici 5 à 10 ans. Donc c'est absolument majeur et énorme. Aujourd'hui, on a 56% de la population mondiale qui vit dans des villes, ça fait 4,5 milliards d'habitants, c'est en croissance. En 2050, il y aura 7 personnes sur 10 qui vivront en ville, donc ça va faire x2. Une fois qu'on a dit ça, en fait, il faut bâtir et concevoir ces villes du futur, ces villes intelligentes, et ça, c'est justement le métier de l'architecte du futur. Alors, il dessine bien sûr une ville connectée, des espaces urbains ouverts, et surtout, il est là pour faire en sorte que ces villes, elles soient durables, avec moins d'émissions de CO2. Donc, il y a beaucoup d'enjeux là-dessus pour en
faire des villes éco-responsables. Un exemple, par exemple, de ce qui se passe à Chartres, les dispositifs lumineux d'éclairage varient maintenant en fonction de la circulation et ça a permis, tout en maintenant la sécurité des piétons et des véhicules qui roulent, d'économiser 35% d'énergie. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place. Mais alors c'est quoi justement cette ville de demain ? C'est une ville qui est connectée à celle d'aujourd'hui. En fait, l'un des défis pour l'architecte du futur, c'est de gérer le patrimoine urbain, parce qu'il ne part pas de zéro, il part d'une ville qui existe déjà. Donc il y a aussi un sujet d'interopérabilité, je vais y arriver, parce qu'il faut connecter les nouveaux bâtiments à des systèmes parfois plus anciens. Et puis, on a la nécessité d'avoir aussi des villes qui mélangent habitation, commerce et bureaux. L'idée, c'est d'avoir des univers qui sont fluides, surtout maintenant qu'on a beaucoup de télétravail. On se rend bien compte que les quartiers uniquement de bureaux ne vivent plus. Je pense par exemple à la Défense et à l'immobilier parisien qui dévisse. Donc il y a beaucoup de choses qui changent dans cette ville du futur, dans ces villes intelligentes. Quel est l'impact justement du réchauffement climatique sur le métier d'architecte ? Alors il y a des impacts qui sont très nombreux puisqu'en fait l'architecte il doit aussi travailler sur beaucoup de rénovations. Il faut se dire quand même qu'aujourd'hui la construction neuve elle pollue énormément. Donc l'architecte du futur c'est aussi quelqu'un qui va être en charge de rénover des bâtiments. Ça veut dire mettre des pompes à chaleur, ça veut dire avoir des systèmes d'isolation qui tiennent la route, ça veut dire climatiser, ça veut dire récupérer l'eau. On l'a beaucoup vu en fait avec la loi climat et résilience. Chacun a pu mesurer la lutte du réchauffement contre les passoires thermiques. En fait, l'interdiction de mise en location de ces passoires et de ces logements énergivores, elle a vraiment marqué les esprits. Et les transports dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Ah, vaste sujet les transports, puisqu'en fait le niveau d'intelligence d'une ville se mesure en fait à la fluidité de ses transports. Et c'est super important parce qu'en fait ça nécessite que l'architecte du futur il prenne en compte les transports et au moment des travaux, qui peuvent être quelque chose qui parfois est pénible, et ensuite au moment où la ville se développe. Donc il y a vraiment dans cette logique d'urbanisme du futur une nécessité de prendre en compte les temps de transport pour faire en sorte que ça ne s'étende pas et ça ne devienne pas des villes trop compliquées à vivre. Quelles sont les qualités justement nécessaires pour devenir architecte du futur ? Alors il y en a beaucoup. C'est bien sûr un métier qui demande de la créativité, un grand sens de l'innovation, des compétences en urbanisme. Il faut parler plusieurs langues parce que ce qui est important aussi c'est de se dire c'est que ces architectes-là ils travaillent au réseau. Les villes elles se conçoivent vraiment à un niveau mondial donc il y a beaucoup d'échanges entre architectes. Et puis après la ville du futur c'est aussi le projet d'élus locaux. Donc il y a besoin de comprendre le projet, de savoir dialoguer avec eux et au-delà de connaître les réglementations d'urbanisme, d'être capable de construire en partenariat avec ceux qui dirigent le territoire. Merci infiniment en tout cas Isabelle pour cette super chronique sur les métiers du futur. On a hâte de vous retrouver dans l'émission très très rapidement et puis ça continue parce que dans la seconde partie du talk, tout de suite on va évoquer la rentrée scolaire et puis le risque de recrudescence de la cyberviolence. On va en parler avec tous les trois, notamment face aux nouveaux entrants au collège. C'est assez dingue mais on va en parler tout de suite juste après ça. Et on en parlait tout à l'heure lors de la dernière rentrée scolaire en 2022. Des messages haineux et violents ont pullulé sur les réseaux sociaux et dans les collèges. Des messages qui ont particulièrement touché les nouveaux arrivants en classe de 6e par des camarades plus âgés. C'est un hashtag anti-2010, aussi fou que ça puisse paraître, qui aurait été visionné plus de 40 millions de fois sur TikTok, X, anciennement Twitter, et puis d'autres plateformes. Une vague de haine sans ampleur, sans précédent. Et c'est justement dans ce cadre, Axel Dessein, que vous relancez cette année la deuxième émission d'une opération de sensibilisation qui s'appelle hashtag Bienvenue les 6e. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Mais effectivement, il y a 2 ans, il y a eu ce phénomène anti-2010 qui a pullulé sur les réseaux et qui a été finalement révélateur de plusieurs choses. D'abord que, en 6e, alors qu'on n'a que 10, 11 ans, parfois que 10 ans, les jeunes sont déjà massivement sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est déjà une réalité dont il était important de prendre conscience parce qu'ils ne devraient pas y être. On va rappeler que les réseaux sont interdits avant 13 ans et qu'avec la nouvelle loi sur la majorité numérique, il faudra même l'autorisation parentale jusqu'à 15 ans. Et que, effectivement, quand on entre en 6e, on est le nouveau, le petit bleu, le bisu. On a eu tous ces petits surnoms. Mais qu'avec les équipements d'aujourd'hui, si on n'est pas vigilant, ce type de petit bizutage peut rapidement se transformer en cyberviolence et cyberharcèlement. Et c'est de ça dont ont été victimes les élèves de 6e. Bien sûr. Vous vous souvenez, Louis, d'avoir vécu
quelque chose? Alors, c'est vrai que moi, j'étais un peu avec la génération décalée, j'étais pas forcément avec les 2010. Ouais. Mais oui, en effet, le hashtag anti-2010, c'était quelque chose, en tout cas, que j'en ai entendu parler. Voilà, de cette génération, des gens qui sont anti-2010, en tout cas, voilà, qui... C'est assez fou, fou. En quoi l'anonymat en ligne, dans ce cas-là, peut, ou en tout cas ne fait qu'accentuer justement ce problème de cyberharcèlement? Alors d'abord, il faut répéter, et on le dit nous très souvent, on n'est jamais anonyme en ligne, donc il faut effectivement casser cette idée reçue. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a un semblant en tout cas d'anonymat. En tout cas, l'écran nous semble nous protéger. On semble être protégé soi-même de ce qu'on pourrait effectivement, de ce pour qu'on pourrait être accusé, mais ça nous protège aussi du regard de l'autre, de l'émotion de l'autre, donc ça libère. Et puis on parle d'enfants très jeunes finalement quand on rentre au collège ou même tout le collège, et c'est pour ça peut-être que les phénomènes d'ailleurs de cyberharcèlement touchent principalement les 13-15 ans, faut le savoir. C'est un âge où on construit son identité, où on a besoin de se positionner par rapport à un groupe, donc c'est assez binaire, on va être dans... Voilà, on a besoin d'être du côté des populaires, et parfois, pour se sentir populaire, on pense, à tort, que s'en prendre à ceux qui vont paraître plus faibles ou qui vont être différents, c'est une manière d'acquérir une popularité. Donc c'est un peu tout ça qu'il faut déconstruire. Et justement, pour lutter contre le cyberharcèlement chez les jeunes et suite au suicide de l'INSEE dont on a beaucoup parlé, une élève de 13 ans, on le rappelle, victime de harcèlement au sein de son établissement scolaire, le gouvernement avait annoncé une série de mesures qui vont être mises en place dès cette rentrée 2023. Il s'agit notamment, je crois, d'une formation obligatoire dédiée aux élèves de 6e, réalisée en ligne, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous savez déjà peut-être les contours de ces nouvelles actions? Alors effectivement, Louis en a parlé, il y a le programme phare déjà qui est déployé depuis quelques années. C'était d'abord une expérimentation et puis depuis 2 ans, il est déployé dans les établissements scolaires. Donc ça déjà met en place un cadre, un protocole, un programme complet de formation, de sensibilisation dont les élèves peuvent bénéficier, mais les équipes éducatives aussi, parce que finalement c'est nouveau pour eux, ce phénomène-là, il faut aller les former. Et puis là, effectivement, des nouvelles lois se mettent en place. Il y a... effectivement un programme de formation qui va être proposé dès la 6e dans le cadre de PIX, qui couvrait avant les autres niveaux scolaires, et puis aussi des lois pour que les établissements puissent prendre davantage de mesures. Oui, c'est clé. On a entendu parler effectivement des nouvelles annonces de Gabriel Attal sur les sujets du harcèlement. C'est positif pour vous? C'est une bonne chose? C'est bien effectivement que le problème change de camp. La réalité, c'est que c'était souvent aux victimes aujourd'hui de se sortir de cette situation, en fait. Du coup, de s'éloigner, de changer d'établissement. Que ce soit du côté du harceleur, ça semble plus logique. Après, il faut aussi... Voilà, je ne vais pas dire relativiser, mais souvent le harceleur, c'est pas une mauvaise personne en fait. Il y a tout un processus qui amène un jeune à être harceleur, il est rarement seul et il a aussi besoin d'être accompagné. Donc si la mesure s'arrête à un changement d'établissement, on ne va pas au bout du process et on risque de déplacer le problème ailleurs. C'est le constat que vous faites aussi, Louis? Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce problème-là aussi, que c'était... à l'enfant harcelé de quitter l'établissement, je pense que c'était pas quelque chose de normal et c'est très bien que ça change maintenant. Voilà, c'est pas en changeant comme ça que ça va résoudre le problème. On le sait aussi, les jeunes Français obtiennent leur premier smartphone aux alentours de 10 ans. Alors, ouverture à la connaissance, oui. Développement de liens sociaux, oui aussi. Mais aussi les risques, on le sait, de cyberharcèlement et de cyberviolence. Accès facilité aussi au contenu pour adultes. Est-ce que c'est une bonne idée de donner un smartphone à son enfant? Et en tout cas, à quel âge, si on doit le faire? Alors on voit que les équipements se rajeunissent, mais dans le cadre de l'opération Bienvenue les 6e qu'on lance cette année, on a mené une enquête auprès de 550 parents, en lien avec la FCPE d'ailleurs, qui nous a aidés. Et on s'est rendu compte que ce premier équipement, c'était pas si évident pour les parents. C'est vrai qu'ils sont massivement équipés, mais quand on questionne les parents, on s'est rendu compte qu'ils sont 79% à penser que c'est pas tout à fait normal d'avoir un smartphone à l'entrée en 6e. Et pourtant, ils les équipent. Et quand on les questionne sur la raison de l'équipement, alors il y a des enjeux de sécurité. Souvent, les parents pensent qu'ils vont pouvoir mieux sécuriser, ce qui est assez contradictoire parce qu'ils équipent leurs enfants pour mieux savoir où ils sont, à quel moment, pour pouvoir les contacter à tout moment, mais ils ne vont pas forcément mettre un contrôle parental ou être vigilants sur les réseaux. Donc finalement,
il les expose à beaucoup plus d'insécurité peut-être qu'ils ne le pensent. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur ce plateau, nous parler de ce sujet qui est important, essentiel même, mais qui ne laisse évidemment personne insensible. Donc parlez à vos enfants, écoutez-les, accompagnez-les sur ce sujet-là et sur leur découverte de la vie numérique, c'est trop important. Et puis évidemment, on souhaite la bienvenue aux élèves de 6e ainsi qu'à tous les autres. On leur souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle rentrée et cette nouvelle année scolaire. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous on se retrouve dès demain dans l'école du futur.